chers téléspectateurs de la radio-télévision kimbanguiste, tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre notre émission dont aujourd'hui le thème est la balkanisation de la République démocratique du Congo et la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Sur notre plateau, nous avons deux invités avec qui nous allons parler de ce thème. Il s'agit du révérend Kalonzo Katalai et de Papa Paul Dilongane Diamalunga. C'est avec eux que nous allons développer notre thème, la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais, chers téléspectateurs, il est impérieux pour nous de vous donner le concept, l'origine même de ce terme, la balkanisation. Dans notre esquisse, nous allons vous donner l'origine de la balkanisation, sa définition et ses concepts. Selon l'encyclopédie Wikipédia, le terme balkanisation est utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en deux États et régions plus petits et souvent hostiles les uns envers les autres. Dérivée du toponyme Balkan, cette notion politique est utilisée pour la première fois par l'Allemand Walter Rathenau en septembre 1918 dans une interview publiée par les New York Times. Le terme balkanisation a été abondamment et naturellement utilisé, vu sa position géographique, pour désigner la dislocation de la Yougoslavie en cet État indépendant à la suite de la mort de Josip Broz Tito. En géopolitique, le terme balkanisation a pu être employé pour désigner divers autres processus de miettement, des dissensions internes ou d'affaiblissement. Tel est le cas de l'ancienne République du Soudan, divisée depuis le 9 juillet 2015 en deux États, la République du Soudan et le Soudan du Sud. Depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale, certaines puissances occidentales et leurs multinationales ne jurent que par son implosion, mieux sa balkanisation, en imposant à la RDC une guerre par procuration afin de mieux piller ses richesses. Le premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, en parlait déjà en son temps. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Mais pourquoi veut-on à tout prix balkaniser la République démocratique du Congo? Tout simplement à cause de sa richesse. Tenez, en République démocratique du Congo, 7 principaux minerais sont extraits du sol, parmi eux l'or, surtout dans l'Est, dans la province du Haut-Ouélé, Ituri dans le nord et le Sud Kivu, au Maniema et du Tanganyika. Ensuite, le diamant, principalement extrait également dans l'Est, mais aussi au centre dans les Kasaï centrales et orientales, puis l'étain, les coltans et les tungstènes, extraits principalement dans l'Est, mais aussi dans le Sud, et enfin les cuivres, extraits dans ce que l'on appelle la Copper Belt ou la ceinture du cuivre, qui s'étend également à une partie de la Zambie. Le cobalt et les coltans sont cités dans le cadre du secteur des appareils électroniques car la RDC abrite dans son sol entre 50 et 60% des réserves mondiales connues de cobalt. Le pays est donc un fournisseur clé pour ce qui est de ces minerais et la demande ne cesse de croître puisque la production congolaise de cobalt notamment a doublé en 11 ans de 60 000 tonnes en 2010 à 120 000 tonnes en 2021. Pour comprendre l'enjeu du problème, prenons un seul exemple. Selon les scientifiques, on trouve dans un smartphone entre 5 à 10 grammes de cobalt, 30 grammes dans un ordinateur et encore 5 à 9 kg dans une voiture électrique. Et plus globalement, le secteur minier congolais représentait en 2020 67% des exportations du pays, dont 47% à destination de la Chine, en partie
vers son industrie électronique. Ce qui fait dire à certains spécialistes que la RDC est au cobalt, c'est que l'Arabie Saoudite est au pétrole. Ainsi, comme nous pouvons le voir, la République démocratique du Congo est victime de ses richesses. Ce qui pousse nombre d'observateurs à se poser cette question d'importance. Ces impérialistes occidentaux et l'ère multinationale arriveront-ils à concrétiser leur projet machiavélique, celui de balkaniser la République démocratique du Congo? Il y a de cela un siècle, un visionnaire avait déjà répondu à cette question d'importance avant qu'elle ne soit posée. Sa réponse était claire, nette et concise. Nous citons « Personne. Personne alors n'arrivera à balkaniser le Congo. » Fin de citation. Ce grand visionnaire, c'est Papa Simon Kimbangu, le grand et puissant homme de Nkamba. Le roi des chiffres pairs et impairs, le maître de pays en profondeur. Détenant le pouvoir, la capacité de connaître tout à l'avance, Papa Simon Kimbangu savait déjà bien avant que les ressources dont regorge la RDC susciteront la convoitise des pays de tous bords. Voilà pourquoi il avait ceinturé symboliquement et spirituellement la RDC. Voici comment. La route de calvaire de Papa Simon Kimbangu s'est effectuée autour de notre mythique fleuve Congo. Il est allé du Congo central au Katanga, via Kinshasa, l'Équateur, la province orientale, les Kivu, le Maniema. Quand son corps fut rapatrié du Katanga à son Congo central natal, il le fut par la voie terrestre. Le corps sacré de Papa Kimbangu fut ramené par train, traversant le de Kasaï et le Bandundu par bateau. Ainsi, s'accomplit une œuvre divine, celle de sceller la RDC, de la ceinturer et répandre la bénédiction divine. Voilà pourquoi, le 10 septembre 1921, dans son discours d'adieu à Mbanza-Nsanda, Papa Simon Kimbangu déclara solennellement, nous citons, « En ces temps-là, tout pays qui osera s'attaquer au Congo sera englouti. » Fin de citation. Ainsi, pour Papa Simon Kimbangu, la RDC est une question physique, mais aussi métaphysique. Comme l'avait dit le professeur Bongeli, nous citons, « Le Congo de Kimbangu, un et indivisible, est à jamais lié par les divins créateurs, par le calvaire de Papa Simon Kimbangu, saint patron de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Révérend Kalonzo, je crois que vous avez suivi l'élément que nous venons de balancer sur la balkanisation. Et la première question pour nous est celle de savoir, au regard justement de ce que nous venons de voir et de l'actualité, peut-on parler réellement de la balkanisation de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, papa journaliste. Je commence d'abord par saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-ci et pour la confiance qu'ils nous ont accordée en gardant leur siège pour nous suivre. Je reviens maintenant à la question que vous venez de poser. Est-ce qu'au stade actuel, peut-on parler de la balkanisation de la République démocratique du Congo? Je vous dirais que la balkanisation de la République démocratique du Congo est en cours. C'est un projet que ceux qui ont conçu ça et qui continuent à peaufiner toutes les stratégies sont en train d'agir pour que cette balkanisation-là soit effective. Donc, nous sommes encore dans le projet, mais qui est en train d'être matérialisé. Voilà ce que je peux répondre d'emblée. Si la balkanisation, il y a ou pas, oui, les intentions des uns et des autres, nous les voyons. Et cette balkanisation vient d'où?
Oui, c'est vrai que nous voyons du côté de l'Est de notre pays ce qui se fait là-bas. On nous parle même de Rwanda, on nous parle même aussi de l'Ouganda, on parle même des pays de l'Est, mais il y a lieu de se demander est-ce que ces pays ont la force de balkaniser le pays, la RDC. Ok, ça, nous allons y revenir. Oui. Mais pour nous, l'important de savoir si réellement le projet est là. Oui, le projet est là. Le projet est là. Quant aux auteurs de ces processus, hein, ça, nous allons le voir. Mais Papa Paul, votre lecture par rapport à l'élément que vous avez suivi sur la balkanisation. Ce que le révérend Kalonzo vient de dire est tout à fait exact. La balkanisation est bel et bien là. Mais ce que nous devrons savoir, la balkanisation en soi n'est pas une fin. C'est un processus qui comporte plusieurs phases en son sein, dont la phase ultime est la possession de l'Afrique, la recolonisation de l'Afrique. C'est ça la fin de la balkanisation. Mais ce que nous suivons pour le moment, les guerres, les tueries, la famine, ce ne sont que des phases de la balkanisation. Au fond, la balkanisation est en route. Oui, mais vous parlez de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? C'est un problème qui ne peut pas se comprendre au plan non seulement de richesse, mais aussi et surtout au plan spirituel. D'abord, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique regorge de richesses incommensurables, aussi bien en matière grise, en sol, en faune, en sous-sol. Tout, l'Afrique possède. Et c'est ce qui fait la jalousie des autres. Ça, c'est de un. De deux, il faut aussi comprendre que ce monde est dirigé, comme venait de le dire Papa Kalonzo, par un groupe de gens. Et ces groupes de gens ont conçu un ordre qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Et dans cet ordre mondial, ils veulent diriger le monde tel que eux les conçoivent. D'accord. Mais venons-en maintenant à la République démocratique du Congo, notre pays. Parce que c'est là notre thème principal, la balkanisation de notre pays, la RDC. Et selon vos recherches, en tant que chercheur, à quand remonte ce processus de balkanisation? Le plan de la balkanisation, c'est un plan qui est modifié. C'est un plan qui est régénéré au fur et à mesure que nous avançons. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, je ne dois pas dire que la balkanisation est vieille comme le monde. Mais l'histoire nous enseigne que le royaume du Congo fut émietté par l'homme blanc, par l'Occident. Ça, c'est un fait. Et la balkanisation, en fait, c'est quoi? C'est une phase d'abord de miettement, une phase de tuerie, et puis enfin, on vous recolonise, on fait main basse sur vos richesses. Là, nous pouvons comprendre que l'ancien royaume du Congo fut émietté. Et nous pouvons également voir la mort du roi Msiri, avec pour cause le miettement de son royaume. Donc, c'est un problème qui date de longtemps. Mais en ce qui concerne le temps moderne, la décision finale de la balkanisation, de l'émiettement, de l'effondrement de notre pays a été prise vers les années 1910. Mais avant de continuer, je vais vous raconter une chose. Mais avant de le dire, j'aimerais que nous lisions
l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 27. Qui dit ? Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. C'est-à-dire, il est des choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos parents ont connues ou connaissent et qui nous ont transmis, c'est ce que nous allons devoir dire ici. Je dis, c'est vers les années 1910. Et qu'est-ce qui s'est remarqué vers ces années-là? Il y a eu passage, là je parle au plan spirituel, il y a eu passage en 1910 de la comète de Halley. Cette comète ne passe que chaque 76 ans. Donc, comme il était apparu en 1910, il faut additionner plus 76 ans, il était encore apparu en 1986. Et quand cette comète passe, c'est qu'il y a un problème, de bien ou de mal. Et en 1910, lorsqu'il est passé, cette comète avait la particularité de ce temps-là, de se faire voir à l'œil nu. Et qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Et là, je vous raconte une histoire. Papa Simon Kimbangu Wambanza-Sanda, lors d'une exhortation, pas dans son discours d'adieu, lors d'une exhortation, il va dire à la foule ceci: Louan Sokimia Papa Kunamputu. En Kikongo. En Kikongo. Ce qui veut dire? Suivez la canaille, ce qu'on dit, la canaille, les intentions malveillantes du pape à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa couche, le pape a eu un songe. Il a vu Dieu lui dire: j'ai envoyé mon homme sur terre. Le pape se réveille, et là c'est Papa Simon qui raconte. Le pape se réveille et le songe l'a tellement intrigué qu'il en avait partagé avec ses proches collaborateurs. Mais ils ne se sont pas limités là. Il fallait faire l'expérience, c'est-à-dire sonder pour savoir dans quel pays que cet envoyé va arriver. Ils sont allés. Ils ont sondé. Ils ont posé des questions sur tous les pays du monde. Je dis bien tous les pays du monde, sauf l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la terre incognita, la terre de singes, de macaques. Donc nous n'étions pas des hommes. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont rentrés. La nuit suivante, le pape a eu un autre songe. Dieu lui est apparu. Il lui dit: j'ai envoyé mon étoile en Afrique. Mon regard, pas en Afrique surtout, j'ai envoyé mon étoile dans le monde. Mon regard est désormais tourné vers la contrée de cet envoyé. Il fallait refaire des incantations pour savoir quelle était la contrée. Mais l'erreur, c'était quoi? Ils sont revenus en ne citant que le pays qu'ils avaient cité auparavant. Et l'exercice consistait en quoi? C'est-à-dire, on devrait tenir le paix, le sacré. Au cas où l'on citait le pays en question, le paix devrait rester dans le ciel, dans le vide. Donc le paix devait rester debout. Dans le ciel, osciller dans le ciel. Donc suspendu quoi? Suspendu. Okay. Au cas où ce pays ne correspondait pas. Ils ont tout fait, le paix s'effondrait toujours. Et la particularité de cette deuxième cérémonie, il y avait toutes les représentants de grandes religions de l'époque, y compris les protestants.
Et c'est le pape lui-même en personne qui avait tenu l'épée. Il s'agissait à cette époque du pape Pie X, né Joseph Suarto, l'évêque de Mantoue, cardinal de Saint-Bernard. Okay. Alors, le protestant va suggérer quelque chose. Il dit, mes frères, est-ce qu'il n'y a pas lieu de pouvoir essayer avec le pays africain? Parce que là également en Afrique, nous avons envoyé la Bible. Tous les clérigés catholiques avaient crié haro sur les représentants des protestants. Et l'autre d'ailleurs l'autre clérigé catholique avait dit, écoutez, qu'est-ce que de bon qui peut germer chez les macaques, c'est-à-dire chez nous en Afrique? Il avait insisté, finalement, on avait accédé à sa demande. Il fallait citer deux pays. Et là, ils avaient commencé avec les Congo belges, l'ancien Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. On avait fait des incantations. Dès qu'on avait cité les noms du Congo, l'épée avait quitté les mains du pape, oscillait seul dans l'espace. Le verdict était tombé. Donc le pays qui devrait accueillir l'homme de Dieu, c'était la République démocratique du Congo. Et c'est à partir de là, va dire Papa Simon Kimbangu, c'est à partir de ce moment qu'avait débuté le complot de l'anéantissement du Congolais, de la Congolaise et de sa patrie. Voilà. Donc, vous voulez dire que le projet de la balkanisation pour vous date de 1910. La décision qui avait poussé, les faits qui avaient poussé que la balkanisation soit effective, qu'il n'y ait plus un demi-tour, c'est ces faits-là que le Congo devrait accueillir l'homme de Dieu. Donc l'envoyé. L'envoyé que l'humanité attend. Et c'est la raison pour laquelle, en 1920, avant même 1921, il y a eu ce qu'on a appelé ce que moi j'appelle des nouveaux Hérodes. Et là, c'est Papa Simon Kimbangu qui dit, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'il y avait eu ce qu'on appelle la fièvre espagnole. Donc, il fallait passer à la dépopulation de l'Africain, décimer la population de l'Afrique pour pouvoir avoir de l'espace. Okay, ça, c'était comme une stratégie. Hein? C'est parmi les phases et les sous-phases. Avec l'arrivée de Papa Simon Kimbangu, il fut arrêté. C'est également le processus de pouvoir éliminer des populations. C'est ainsi qu'il y a eu ce que nous appelons, moi j'appelle la déportation des Kimbanguistes qui a commencé en 1921 pour se terminer en 1960. D'accord, révérend Kalonzo, vous avez suivi Papa Paul, vous avez suivi l'élément, et vous, en ce qui vous concerne, en quand vous vous situez ou à quand remonte le projet de la balkanisation de la RDC? Merci beaucoup, Papa journaliste, pour la question. Oui, ce que Papa Paul a dit, c'est très capital. Je reviens d'abord à la question que vous aviez posée au début pour dire pourquoi l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Je me réfère un peu à des résultats d'un chercheur anglo-saxon, M. Mackinder, qui est un spécialiste dans la géostratégie, qui expliquait pourquoi il y a eu des guerres mondiales. Vous savez qu'il y a eu la guerre 14-18 et 40-45. Alors, pour ce grand savant, chercheur anglo-saxon, donc, il y avait d'abord au niveau des cercles des grands, pour savoir où se trouve, c'est dans sa théorie des terres centrales, où il a développé ses recherches, pour savoir où se trouve la terre centrale
autour de laquelle doivent se greffer les autres terres. Puisque en découvrant cette terre centrale, celui qui occupe cette terre centrale, c'est celui-là qui aura à dominer le monde. Alors, on a fait des recherches, on a trouvé que non, les terres centrales se situeraient du côté de l'Orient, de l'Europe. Et quand vous regardez très bien, vous verrez que la Première Guerre mondiale a commencé de ce côté-là. Et puis après, on a encore cherché pour voir que non, ça doit être en Europe centrale, avec ce que, en Europe de l'Ouest plutôt, avec ce que Hitler a déclenché comme la Deuxième Guerre mondiale. Après les recherches, eux-mêmes ont trouvé que ce n'était pas ça, la terre centrale, autour de laquelle les autres devraient se greffer. Et ils ont commencé à faire des recherches. C'est après qu'ils ont trouvé que non, les terres centrales se trouvent bel et bien en Afrique. Et il s'agit de quelle Afrique? L'Afrique centrale. C'est comme ça que toutes les stratégies du monde se sont orientées vers l'Afrique centrale et plus particulièrement le Congo. N'oubliez pas qu'il y a eu un savant aussi français, donc Frantz Fanon, qui par après dira que le Congo est la gâchette de revolver qui est l'Afrique. Et que celui qui détient cette gâchette, il est à même d'embraser tout le pays et tout le monde. Alors, c'est là où se trouve le véritable enjeu du monde. Ça, c'est sur le plan spirituel. Comme l'a dit notre ami Papa Paul, il y avait les enjeux également économiques. Oui, ce que je viens de dire sont les enjeux spirituels. Ces gens voyaient déjà que la terre centrale, c'est ici, en Afrique. Et l'Afrique est le centre du monde. Ça, personne ne peut en douter. Alors, comme l'Afrique est le centre du monde, celui qui détient l'Afrique, il a le monde. Je me rappelle en 1977, que nous, colonisés par les Belges, nous disons, en 1977, il y a eu l'envahissement de l'Est, plutôt du sud du Congo. Le Zaïre, c'était avec la guerre au niveau de... En ce moment-là, on appelait Chaba. Alors, le Katanga, on appelait la guerre des 80 jours. Il y a eu un grand de ce monde, dans ce monde, un des grands, je voudrais dire, c'était le président Mao Tse-tung, qui en ce moment-là, je l'avais suivi moi-même sur RFI, qui dira, le pays qui aura dominé le Congo aura dominé le monde. Là, c'est en 77. Il a dit sur les antennes de RFI que nous avons suivies. Alors, c'est pour vous dire que les enjeux, pourquoi l'Afrique, c'est-à-dire tout un chacun, cherche à avoir l'hégémonie sur les autres. Monsieur Paul vient de dire également qu'il y a eu la gamète. C'est en 1910 que c'est passé et qu'il faut attendre 76 ans pour que ça passe encore. Et cela devrait passer en quelle année? Pas devrait passer, est passé en 86. Et quand il a dit ça, ça me rappelle maintenant un autre grand, un des grands de ce monde. Je fais allusion ici à Mikhaïl Gorbatchev. Si je parle de Mikhaïl Gorbatchev, je me rappelle quand nous étions à la période de ce que les Kimbanguistes connaissent, on appelle la période de 5 mois en Kamba. Papa Diangenda nous dira ceci, qu'il y a depuis que le monde, un monde, 3 personnes que moi personnellement j'ai admirées et pour qui j'ai de respect. Là, on causait, nous étions moi avec Papa Ngomanzao qui malheureusement est de l'autre côté, pas dans la mort, mais de l'autre côté de ceux qui... On comprend le message. Vous avez compris le message. Alors, il dira 3 personnes que j'ai admirées depuis que le monde est monde. Moi, je dis, ah bon? Depuis que le monde est monde, il y a 3 personnes. Lesquelles alors, papa? Là, nous étions à minuit. Alors, il va me citer. Il s'agit premièrement de pape Jean-Paul II. En tout cas, ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'admire. Deuxièmement,
c'est le président Ronald Reagan. Reagan. Et en troisième lieu, c'est Mikhail Gorbatchev. Les trois personnes pour qui papa avait de l'estime. Ah, papa, vous êtes kimbangiste, vous admirez un pape? Comment ça? Oui, je l'admire. Et puis ce n'est pas l'essentiel de ces missions, je vais vite vers le Kamet que papa Paul a dit. Il m'a donné les raisons pourquoi il admirait le pape. Pourquoi il admirait le pape Jean-Paul II, bien sûr. Pourquoi il admirait Ronald Reagan. Puisqu'on ne doit toujours pas garder tout secret, finalement, il faut aussi le dévoiler. Donc, il dit, ce pape a eu cause d'abord des aborigènes. Pape Jean-Paul. On voulait même les éliminer, tous, puisqu'ils sont des Noirs. Mais, pape Jean-Paul II a eu cause des aborigènes qui sont des Noirs de l'Australie. Pour ce fait, j'ai beaucoup d'estime. Et en plus, vous savez sa déclaration. Jésus est africain et Dieu est noir. Deuxièmement, pour Ronald Reagan, pourquoi j'ai de l'admiration pour lui? Parce que ce monsieur, c'était sous son règne qu'il était prévu la fin du monde. Vous vous rappelez la guerre des étoiles. Il fallait que le monde, avec tout ce que nous avons comme armement nucléaire, que sous son règne, ça puisse exploser. Et on allait embraser le monde. Mais il a fait le tout pour la lutte contre les armes de destruction massive. Maintenant, Mikhail Gorbatchev, pourquoi vous l'admirez? Il dira ceci. J'admire Mikhail Gorbatchev parce que ce monsieur s'est infiltré dans un système qui ne reconnaissait pas l'existence de Dieu. Vous savez bien le communisme. Et il l'a explosé de l'intérieur. Puisqu'il était difficile qu'on puisse exploser le communisme, même avec ce qu'on appelait à l'époque la guerre froide, où nous voyons bloc Est et bloc Ouest. Mais il a fallu que le dynamisme vienne de l'intérieur pour faire exploser cela, parce que ces gens-là n'acceptaient pas Dieu. Et comme l'a dit Paul, en 1986, Mikhail Gorbatchev a une vision. Cette vision, puisque c'est lui le père de ce qu'on a appelé la perestroïka, qui a amené ce qu'on a appelé le vent de l'Est. Le vent de l'Est qui a amené les systèmes qu'on appelait les systèmes autoritaires, où les gens dirigeaient sans savoir qu'il y a aussi les autres. Alors, Mikhail Gorbatchev aura une vision qui a été répercutée par, c'était en 1986, mais qui était répercutée par le journal Le Baobab en 1986, qui a été rendu public, c'était dans une interview. Dans une interview, tout comme ça dépend, ils sont les mots qui acceptent deux genres. Alors, je ne suis pas ici pour donner le cours de français, mais je suis en train de dire que les autres risquent de me dire que j'ai mal prononcé. Alors, Mikhail, il dit ceci, dans ce qu'il a eu comme vision. On lui pose la question, votre message ne consiste-t-il pas à annoncer seulement le cataclysme qui interviendrait, le cataclysme? Il a expliqué en disant mon message, le message que j'ai reçu est adressé aux enfants de Dieu pour les aviser afin qu'ils ne soient pas surpris par les événements à venir, qu'ils se mettent en ordre à l'abri avant que cela ne se produise, donc le cataclysme. Et j'invite en même temps, et je suis en même temps la sentinelle dans la maison de Dieu. Ça, c'est Mikhail Gorbatchev qui le dit. En plus, on lui pose également, je ne prends que quelques petits extraits. Ensuite, on lui pose la question, mais les guerres que vous annoncez, ne commencent-ils donc pas avec les grandes puissances dans le monde? Il dit oui, les nations méchantes. Il dit oui,
parce que le monde d'aujourd'hui est corrompu à cause des systèmes pervers de ces grandes puissances qui sont jugées par le Seigneur indignes de continuer à gouverner le monde. Aujourd'hui, le communisme est en train de tomber. Très bientôt, ça sera le capitalisme et consort. Et il ajoute même, tous les systèmes religieux seront aussi concernés par le cataclysme. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'il va dire par la question qu'on lui pose. Et qu'est-ce qu'il faut à la place? Puisque tous ces systèmes vont s'effondrer. Il répond en ces termes. Ce qu'il faut à la place, mais c'est bien sûr la véritable religion apportée par Jésus-Christ, le christianisme, le vrai. Alors que le vrai, alors pas celui étriqué et déformé par les occidentaux. Les journalistes poursuivent pour lui poser la question. Qui donc va apporter maintenant ce vrai christianisme? Gorbatchev répond, c'est un noir qui reprend maintenant son pouvoir. Sachez que le noir fut le premier. Il fut le premier fils de Dieu sur qui Dieu avait mis sa confiance. Alors, on lui pose la question, il continue pour dire, ce noir, Dieu le réhabilite maintenant. Il est significatif d'ailleurs que cette réhabilitation intervienne tout juste après que le dernier État noir colonial, la Namibie, ait son indépendance. Okay. Mais révérend, j'ai une préoccupation. Papa Paul a parlé de ce qui s'est passé en 1910, vous parlez de Gorbatchev et consorts, mais de là à programmer l'émiettement, la balkanisation de la RDC, je ne vois pas. Quel est le rapport dans tout ça? Le lien qui est là. Donc pourquoi finalement on veut balkaniser notre pays? Le lien, c'est parce que il a parlé de comète qui est passé en 86, et on vous dit déjà qu'il y a un avènement de Noirs qui est déjà annoncé par celui qui était considéré comme un athée qui ne croyait pas à Dieu, qui dit que oui, il y aura des bouleversements. Maintenant, on revient au niveau de la balkanisation de la RDC. Pourquoi? Donc, tous ces gens-là savent très bien qu'il y a d'abord les richesses. Je ne dis pas la richesse, puisque si vous prenez ne fût-ce que les lettres alphabétiques, il y en a 26. Vous les mettez là, vous trouverez que chaque lettre alphabétique correspond à au moins un minerai qui existe dans notre pays. Et vous pouvez même traverser, faire A', double prime, vous trouverez que c'est un pays immensément riche. Mais ces gens-là trouvent que donner ces richesses à ces Noirs, comme l'a dit Papa Paul, c'est macaque. Qu'est-ce qu'ils vont en faire pendant que chez nous, nous n'en avons pas? Il faut essayer de prendre ça. On doit prendre ça de force. Comme il y a une force, donc, centrifuge qu'ils ne savent pas maîtriser, il faut y aller maintenant par les armes. Ça, c'est le premier point. Sur un autre angle qui est angle spirituel, il faut savoir qu'il y a aussi un combat diabolique. Comme tous ces gens-là savent qu'il y a un noir sur qui va reposer l'espoir du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa Paul vous a dit qu'il y a eu les Hérodes. Alors il faut faire par tous les moyens. Si jamais nous amenons la guerre, on va éliminer aussi même ces personnes-là, de sorte qu'on n'ait pas ces gens-là, ou bien cet homme-là qui puisse venir imposer sa loi dans notre pays. Voilà ce que je peux dire qui existe entre le lien de Gorbatchev et ce qui se fait actuellement. Donc, tous ces plans-là, il y a le plan économique, il y a également le plan spirituel, où tous ceux qui sont du monde occulte doivent lutter pour éliminer cet homme-là. Et vous savez, même quand on a envoyé les premiers missionnaires dans notre pays, Jules Rinquin,
avait fait un discours devant les missionnaires blancs. Il leur avait dit, là où vous allez, vous n'allez pas pour évangéliser le Christ. Parce non, ces gens-là, ils connaissent déjà leur Dieu. Dieu. Alors vous allez pour leur apporter nos messages afin de les dominer pour que nous puissions exploiter notre terre. C'est comme ça que vous avez entendu même papa Bitouvidi Kiangani Zako, conseiller direct de papa Simo Kimbangu Kiangani, dans sa soutenance de thèse, il avait dit qu'il y a deux christianismes. Il y a le christianisme européen et le christianisme juif, israélien si on peut dire, israélite. Alors, ce qu'on nous a amené par les Occidentaux, c'était le christianisme de domination. Maintenant, le kimbanguisme vient, puisque nous ne l'avons pas encore cité, vient pour restaurer le kimbanguisme et plutôt le christianisme qui nous a été amené par Jésus d'Israël. Voilà ce que je peux... D'accord. Mais maintenant, juste une petite question. Nous savons le pourquoi. Donc d'abord, nous savons que réellement le plan de balkanisation de la RDC est là et quelles sont les causes spirituelles, économiques et autres. Mais maintenant, de quelle manière croyez-vous que l'on veut balkaniser le pays? Ça va se passer de quelle manière? De quelle manière, je crois, je l'ai déjà effleuré dans ce que je dis. Premièrement, vous voyez que dans notre pays, presque le monde est dominé par les groupuscules, des groupes de prière à gauche, à droite. Tout cela, moi j'appellerais même que ce sont les ligablos pour la vente des âmes des gens. Et quand vous regardez, vous trouverez que ces gens, pour la plupart, ils prêchent souvent en français et les autres interprètent en lingala, tout comme dans nos langues locales. Okay. Est-ce que c'est réellement parce que ceux qui sont là ne savent pas le lingala ou bien lui-même ne sait pas le lingala? C'est un message qu'il est en train de transmettre à ses géniteurs. Donc, il est connecté quelque part. Alors, tout ça, c'est faire quoi? Il faut d'abord désorienter les Noirs pour qu'ils ne découvrent pas leur véritable Dieu. Ça, c'est d'abord la première stratégie. Deuxième stratégie, il faut y aller par les méthodes brutales. Entre autres méthodes brutales, c'est quoi? C'est la guerre. Alors avec cette guerre-là, donc nous allons essayer de balkaniser le pays. RDC. La RDC. Papa Paul, vous avez suivi le révérend Kalonzo qui a répondu à notre question, celle de savoir comment est-ce qu'on veut balkaniser la RD Congo. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous avez comme élément de réponse? Merci, mais avant d'en arriver, je voudrais ajouter un élément sur Gorbatchev. Allez-y. Je vois que Papa Diangenda avait une admiration fascinante pour Gorbatchev. Un jour, en 1991, nous étions avec lui, on était en train de causer et puis il nous pose la question. Avez-vous déjà vu au monde, surtout dans un pays comme l'URSS, on fait un coup d'État à un président, puis on abandonne ce coup d'État? Je dis non, papa, c'est très rare. Il dit c'est ce qui est arrivé à Gorbatchev. Imaginez-vous que sa résidence a été entourée de tanks au point de la battre. Mais vous savez ce que Gorbatchev a fait? Ça, c'est Papa Diangenda qui nous dit. Il s'est rétracté dans une des chambres. Il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. C'est comme ça qu'il fut sauvé. Moi, la question de savoir comment Papa Diangenda sait tout ça, c'est maintenant, avec Papa Kalonzo, je sais qu'il avait de l'admiration. Ça, de un. De deux, comment on arrive à balkaniser la RDC? Vous savez, la balkanisation qui est un processus, c'est un plan qui date de longtemps. Et c'est écrit noir sur blanc. Comment il faut dominer le monde. Et ces plans
est modifié au fur et à mesure que les événements du monde avancent, au gré des intérêts des uns et des autres, au gré de ceux qui veulent mettre sur place leur nouvel ordre mondial. Et ce plan a été plusieurs fois modifié. Par exemple, en 1920, lors de la création de la Société des Nations. Même en 1885, lors de l'émiettement de l'Afrique, secrètement, il y avait un plan de balkanisation. Il y avait l'ordre mondial. Et c'est un document ultra secret qui est gardé au musée de Tervuren. En Belgique. En Belgique, à Bruxelles, qui est appelée la charte de l'impérialisme. Je vais vous lire 2 articles de cette charte. Allez-y rapidement. Et comment on émiette? Comment on veut balkaniser? L'article 3, par exemple, de cette charte dit ceci: tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que de marionnettes. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Je reprends cet article 4. Et c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui est arrivé au Sud-Soudan. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Voilà le mécanisme par lequel on installe, s'exerce ce que nous appelons la balkanisation. Donc, vous voulez dire que Papa Paul, que déjà à la conférence de Berlin en 1885, c'était aussi une forme de balkanisation parce qu'on a imité l'Afrique. Les États indépendants aujourd'hui ont hérité les frontières qui ont été déterminées par les Blancs en 1885. Effectivement. Selon leur volonté. Et la volonté actuelle, il faut mettre la main, il faut mettre une main basse sur les richesses de la République démocratique du Congo. Or, nous voyons ce qui est extérieur, mais nous devrons voir ce que l'on ne peut pas voir. La richesse spirituelle. Donc, lorsque l'on combat, lorsqu'on essaie de mietter la République démocratique du Congo, c'est qu'on est en train de combattre Papa Simon Kimbangu, le libérateur de ce pays. Et on verra entre eux et Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, qui, au finish... C'est ce que nous pousse maintenant à passer sans transition à la deuxième partie de notre émission et entrer à la prophétie justement de Papa Simon Kimbangu. C'est une grande personnalité, vous l'avez dit, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, c'est bien, mais est-ce qu'il a parlé de la balkanisation? Si oui, qu'a-t-il dit réellement ou précisément sur ce processus que nous décrions aujourd'hui? Vous savez, Papa Simon Kimbangu, c'est un homme multidimensionnel. Pour le saisir ou pour l'appréhender, il ne faut pas seulement l'appréhender sur ce qu'il dit, mais il faut également l'appréhender sur ce qu'il fait, sur ses actes. Et parmi un des actes que Papa Simon Kimbangu avait posé par la volonté de son maître, ça, là, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que Papa Simon Kimbangu avait refusé un séjour doré en Europe, lui, son épouse et ses enfants. Et il a préféré croupir à 2000 km de chez lui, c'est-à-dire à Lubumbashi, en prison. Où il fut déporté. Tout en empruntant la route, le fleuve Congo.
en montant le fleuve Congo. Et à son retour le 2 avril, au lieu de prendre la même direction, il est retourné par le sud. Cet acte-là, en fait, corrobore la volonté et la décision unanime de Papa Simon Kimbangu de mettre ensemble son pays, le Congo. Donc de barrer la route à l'indivisibilité, à la division du Congo. Cet acte signifie que le Congo reste un et indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, c'est ça qu'il faut interpréter. Il va s'en suivre. Peut-être ses instructeurs, ceux qui l'ont suivi. Normalement, par exemple, son fils, ceux qui l'ont remplacé. Son fils, Papa Diangenda Kuntima, et y compris Papa Dialunga Salomon Kiangani, lui qui disait toujours c'est-à-dire ce qui était à gauche et maintenant à droite et ce qui est à droite et à gauche. C'est le monde à l'envers. Donc le monde ne doit plus rester comme tel. Et à Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui qui dit, reprenant la parole de son père, Togobandelana zéro. D'accord, Togobandelana zéro, mais nous ne sommes pas encore là. Révérend Kalonzo, le message, la prophétie de Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda sur la balkanisation, si oui, qu'ont-ils dit précisément? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Merci beaucoup, Papa BG. Je crois, Papa Paul, d'abord, en ce qui concerne Papa Simon Kimbangu, il l'a déjà dit d'une manière un peu synthétique, je dirais même voilée, mais je voudrais toujours revenir sur ce qu'il a dit. Quand vous avez un enfant, vous lui dites « Attention, il ne faut pas traverser la route. Faites attention. » Cela veut dire quoi? C'est que vous prévenez qu'en route, il y a par exemple des véhicules qui passent, des motos, que si cet enfant traverse vaille que vaille, il risque d'être renversé et vous allez le perdre. Il en est de même avec Papa Simon Kimbangu. Le fait même de prendre d'abord son chemin de calvaire en quittant sa terre natale, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui est le Congo central, il passe par l'Équateur, d'abord Bandundu, Équateur, province orientale, il va vers l'ancien Kivu et tombe vers Katanga. Et au retour, il passe maintenant de Katanga, Kasai, et il rentre dans son fief naturel. C'est-à-dire, il a bouclé le pays. C'est une manière de dire que si je ne le fais pas, c'est-à-dire, il y a un danger qui guette ce pays. Donc, il a pratiquement ceinturé. Ceinturé, c'est déjà une prophétie pour dire que vous verrez, à la longue, qu'il y aura des gens qui viendront pour séparer ce que je viens d'unir. Ça, c'est au moins ce qui concerne Papa Simon Kimbangu. En ce qui concerne Papa Diangenda, chaque fois qu'il priait, vous entendiez qu'il disait toujours Mboka Oyo, c'est-à-dire ce pays est un et indivisible. Et il cite les provinces, à l'époque il y en avait 11 nommément, à commencer par Kinshasa, et il remonte jusqu'au le chemin pris par son père jusqu'à atterrir sur le Kasai. C'est une manière de dire que on voit le danger. Ça, c'est un. De deux, toujours à la période de 5 mois, où Papa a eu quand même à beaucoup parlé sur ces derniers moments et sur l'avenir de l'Afrique, du Congo, il dira un jour, dit non, j'ai rêvé, j'ai vu un grand mur et qu'un homme géant, il est venu, il a donné un coup de pied à ce mur-là et ce mur s'est écroulé et tout ce qui était là-dedans était resté visible. Ah, c'est quoi? Quelques jours après ce rêve-là qu'il nous dira dans les soirées spirituelles, que nous apprendrons qu'il y a eu l'écroulement du mur de Berlin. Comme pour dire que le bloc Est-Ouest
était écroulé. Donc d'abord le bloc Est. Et il posera la question, cela est là, mais quand ça va arriver ici chez nous, ça sera comment? Alors il faut prier fort parce que ce qui se fait là-bas va se déverser dans notre pays. Et c'est une manière de nous dire déjà que le plan d'émiettement, tel qu'on a vu l'Union soviétique qui s'est éclatée dans beaucoup d'États qui s'étaient mis ensemble, et maintenant, cela va guetter la République démocratique du Congo. En ce moment-là, il parlait de Zaïre. Alors, comment? C'est comme ça qu'il nous dirait, il faut beaucoup prier parce que ça sera dur et il y aura beaucoup de morts. D'ailleurs, je ne voudrais pas voir ces morts-là. Alors ça, il avait déjà prophétisé, c'est comme ça qu'il dira, heureusement que mon père avait déjà ceinturé ce pays pour que le pire n'arrive pas. Voilà, ça c'est une sorte de prophétie que Papa Diangenda dira. Ensuite, les gens peuvent se rappeler que Papa avait effectué, juste après les 5 mois, il avait effectué un voyage en Europe. Et là, on nous dira, non, Papa Diangenda est mort, tout ça. Et vous savez comment les gens avaient jubilé. Mais Papa n'était pas mort, et puis il est revenu. Et quand il est revenu, il dira, Atako Bayinaka Moto, c'est-à-dire, même si on est quelqu'un, jusqu'à ce niveau, les gens jubilaient de ma mort. Bon, c'est pas grave. Alors, il va maintenant préparer un voyage. Il prépare le voyage. En ce moment-là, le maréchal Mobutu était à Goma. Il dit, je vais voir le président pour le remercier. Mais en réalité, il y avait un soubassement spirituel, mais il fallait qu'il puisse le maquiller avec une réalité tout à fait autre. Il va préparer maintenant cette personne. Qui devrait l'accompagner? Alors il va dire, dans ce voyage, je serai avec maman, son épouse, maman Bibi, papa Ditele, qui était son garde-corps, maman Doneta, il y avait également papa Bobé, et il va nous associer, moi, avec papa Ngomanzao, pour faire le voyage ensemble avec lui. Et arrivé à l'aéroport, il s'est fait que le jet qui était donné ne suffisait pas, il n'y avait que 5 places. C'est comme ça que nous sommes restés. Et quand il est arrivé à Goma, c'est là où il va maintenant en brousse seul pour dire, je suis venu contempler ou bien voir la porte d'entrée. C'est ici la porte d'entrée. Ça, c'est Papa Diangenda qui Papa dit ça à Diangenda Goma. qui dit à Goma, oui, en 90, oui, quand il est revenu de l'Europe. Alors, il dit, ça c'est la porte d'entrée. Et le voyage qu'il a fait, il va quitter Goma, il va aller au Maniema Kindu, il vient à Kisangani, il va à l'Équateur. Et quand vous regardez, la rébellion a fait ce trajet-là jusqu'à arriver au niveau de l'Équateur et n'a pas pénétré Kinshasa. C'est pour vous dire qu'il était déjà prévoyant. Il avait déjà annoncé qu'il y a quelque chose de pire qui nous guette. Mais est-ce que les gens avaient attiré l'attention sur ce qu'il avait dit? Puisque la prophétie n'est prophétie que quand elle est dite avant que les événements se produisent. Alors il a bien annoncé que ici, il dira même aux gens de Goma, quand je vois toutes ces collines ici, je me demande par où vous allez vous cacher. Alors c'est très dangereux ce qui arrive. Je vois comment ces collines ici sont peintes plutôt de sang. Et maintenant, ce qui arrive, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ils ont prophétisé tout ce que nous avons et en proposant même comment on devrait s'en sortir parce qu'il y a un plan de subjugation, un plan de domination, un plan d'anéantissement des... D'accord, vous avez parlé, vous avez dit que comment s'en sortir, mais il y a Papa Paul qui va ajouter, et après vous allez nous dire, ils ont prophétisé, mais est-ce qu'ils n'ont pas préconisé une solution justement pour nous éviter ce plan machiavélique? Mais d'abord Papa Paul. J'ajoute seulement
Un élément sur ce qu'il vient de dire concernant Papa Dianguenda avec la balkanisation. Effectivement, dans son discours, dans ses messages prévoyants, Papa Dianguenda a beaucoup parlé de la balkanisation de notre pays. Qu'est-ce qu'il avait dit? Un jour, je revenais du travail. J'entre à la mission, vraiment dans Shinoda. Je trouve Papa Dianguenda. Je lui dis bonjour. Et il me pose la question. D'où viens-tu? Non, papa, je viens du travail. Où? Moi, je dis non, je suis à la conférence nationale. Il dit 0 sur 0. Tout ce qu'ils vont décider là-bas, c'est dans les tiroirs. Et puis, il a continué avec la balkanisation. Et il nous a montré ce qui devrait arriver, ce qu'il a appelé la recolonisation. Nous tendons vers la recolonisation de l'Afrique. Et il a même donné le délai. La recolonisation de l'Afrique, en commençant par la RDC. Cette recolonisation va durer 3 siècles. Si on ne fait pas attention. Et pendant cette recolonisation, qui est la phase ultime de la balkanisation, il ne restera aucun intellectuel. Et c'est ça le plan de l'homme blanc, c'est le plan de l'Occident. Et la Tanzanie, et la Zambie, et le Sénégal, et le Gabon, et la RDC, et le Rwanda, nous sommes tous sur la même monture. Dès qu'ils arriveront, ils vont commencer à décimer d'abord les intellectuels pour ne laisser que des personnes de basse classe. C'est en ce moment-là que la RDC ou l'Afrique sera grugée. In poche, comme le disent les in poche et in esse. Nous n'aurons plus de place. Il y avait un ami qui avait posé la question à papa. Mais papa, mais tout ça, vous êtes Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire passer ça? Il dit, il n'y aura pas de recolonisation de l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais recolonisée. La République démocratique, le Zaïre à l'époque, ne sera jamais recolonisée. Mais vous allez voir le prémisse de cette recolonisation. C'est ce que nous vivons actuellement. Papa Paul, avant de continuer, parce que là nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais il y a un élément que nous allons suivre sur la prière de Papa Dianguenda en rapport avec l'unicité de la RD Congo. La ville de Kinshasa est paille, les Bandundu est paille, l'Équateur est paille, au Zaïre est paille, les Kivu, les Chaba, les deux Kasaï. Nous avons tata un collier de nous centre et nous avons moko. Guidé Panabango, guidé Malobanabango, pour consolider position wana et Tikala de Bela, Bazaïr, la ville de Kinshasa, les Bandundu, l'Équateur, les Haut-Zaïre, les Kivu, les Chaba, les deux Kasaï oriental et occidental, et Tikalamukimoko. Les Sengele Nabisu et Zanilengwana. Tikate Kimia Nankolo, et Zaranakati Nabango, Nabobandile, Pe, Posilisi, Makambo, Oyobakobong Safuna. Bisuba Oki, Bisuba Peuple, Tokolanda Bango Kakabaya Kolanda. Zambitata, Nkoliye Zolimu Santo, Tikate Kimia ezala na kati na Afrique mobimba. Pa bateto kaboni solo. Tozali kobo manaka. Ba conférence nationale ici Salami et pas il est pas kasi. O kani ezalité. Pwana nini tozali kolengela kasoko eloko nini to yibite. Muntu mwindo alongwa wapi. Ba mondele bazali kobongisa kasi bisu l'unité ezalité. Malgré basali l'unité africaine. Mais l'unité en gros est précaire. Bolingo vous allez sur le thé.
pamba te bakuka ko kuluka nzila pana nini tosali ba conférence nationale souveraine kasi bookani bozali te nde bakuka ko kuluka nzila mpo ate babongisa mpo ate mokili mobimba continent mobimba afrique epesa exemple kimia ezala na yango kimia ezala na europe amérique asie na océanie na komunda tata mwana pe ali mosantu amen. Bien, nous avons suivi cet élément. Maintenant, la question, du moins, c'est pas la dernière ou alors l'avant-dernière, est celle de savoir quelles sont les mesures que Papa Diangenda a pris, sinon Papa Simon Kimbangu, pour ne pas tomber justement dans ces processus d'émiettement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont préconisé? Papa Diangenda avait dit ceci, ce même jour-là. En Kikongo, et je vais traduire. D'accord. Il me dit ceci à genoux, en 92, juin, le début juin 92. Il me dit, donc le tout se joue entre vos pieds. C'est la responsabilité d'accord. de la recolonisation ou de la libération se trouve entre vos mains. O vokalulombe le kono levo Adam et Eva ko 300 ans de recolonisation. Si vous ne demandez pas le pardon d'Adam et Ève, vous sombrerez dans une recolonisation qui ne dit pas son nom pendant 3 siècles. Vous voulez parler, sans vous interrompre, du péché originel d'Adam et Ève? Du péché originel d'Adam et Ève. Okay, allez-y. Nous, les Kimbanguistes, avons déjà déjoué, nous, la recolonisation de l'Afrique depuis le jeudi 24 décembre 1992, jour où nous avons demandé le pardon du péché originel d'Adam et Ève, le péché qui est concrétisé par la mendication du fruit défendu. Donc nous, on est à l'aise. Ce qui se passe à l'Est, ce ne sont que des soubresauts. La victoire est certaine. Et la RDC vaincra. La RDC, c'est le porte-étendard du monde, d'autant plus qu'il est l'épicentre du magnétisme spirituel du monde. Papa révérend Kalonzo, Goma, porte d'entrée, et quelle est la porte de sortie? Et qu'est-ce que Papa Diangenda a préconisé? Très bonne question. Goma, porte d'entrée, et quelle est la porte de sortie? Je vais tout droit au but. La porte de sortie, c'est Nkamba. Ah, d'accord. Vous comprenez? Quand je le dis comme ça, les gens qui nous suivent se disent, mais ces gens aussi sont des dingues, des troublés, tout ça, etc. J'ai ici un journal, je ne veux pas le lire, mais je vais tout simplement demander à nos téléspectateurs qui nous suivent de se référer, par exemple, à l'Observateur, numéro 2536, du lundi 11 décembre 2006, qui a été écrit par Voka Mankenda. La quintessence de ce message. D'abord, le grand titre ici, c'est « Les troublantes prophéties de Joseph Diangenda, chef spirituel de l'église kimbanguiste ». Voka Mankenda, il était l'éditeur responsable du journal L'Observateur. Alors, comme l'a dit Papa Paul Dilungane, qu'à la conférence nationale souveraine, Papa avait dit qu'il y aura 0. Mais il y a eu quoi? En ce temps-là, on avait demandé à ce qu'on réhabilite Papa Simon Kimbangu. C'était un des nôtres, c'était Papa Likutu qui avait suggéré qu'on le réhabilite. Mais là, on a hué sur lui. Oh, c'est quoi ça, vous aussi? Alors, moi, j'étais dans le salon en train de suivre la télé avec Papa Diangenda dans le salon de résidence chez nous d'A3 au centre d'accueil. Papa qui regarde se lève même debout. C'est quoi? On a eu sur cet homme-là. Donc Papa, sur son père. Il dit cet homme-là. Ah, d'accord. Papa. Ah. Mais ces gens se sont mis le feu sur la tête. Donc il y aura 0. On peut se moquer de tout sauf de lui. Ça c'est pour corroborer ce que Papa
a dit. Et Voka Mankenda, dans cet article, il dit en ce moment, de tous ceux qui sont à la conférence nationale souveraine, parce qu'ils s'en prennent à moi, que c'est Diangende qui est en train de soutenir le régime. De tous ceux qui sont là, personne ne remplacera Mobutu. C'est écrit noir sur blanc, je pouvais lire, mais je vous donne la quintessence de ce qui est. Et il dira, celui qui remplacera Mobutu viendra de très loin. Il viendra avec des militaires étrangers. Et c'est lui qui viendra remplacer Mobutu. Là, nous sommes en 92. Son article, oui, c'est en 92, comme l'a dit l'éditeur, même plutôt le rédacteur de l'article. Alors, il sera là. Mais après, ces gens-là seront trop orgueilleux, ces militaires-là. Et lui-même passera vite. Et après, il y aura un désordre généralisé. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, Kamba, pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit, la guerre que nous avons, bien le problème que nous avons, nous devons d'abord mener donc résoudre un problème vertical, c'est-à-dire l'homme noir avec son Dieu, avant de faire une guerre verticale et donc horizontale, nous battre entre nous-mêmes. Non, c'est-à-dire quel est notre problème? Parfois, nous condamnons les Blancs, mais les Blancs ne peuvent être que des pions, utilisés par celui-là parce qu'on a affaire à un peuple têtu qui ne sait pas qu'on lui a envoyé un libérateur et ils ne font pas foi à ce libérateur. L'exemple, je viens de dire, comment on a hué sur Papa Simon Kimbangu, à la conférence et la conséquence, personne n'a remplacé le président Mobutu. Mais vous ne voulez pas honorer celui qui a payé de sa vie pour la libération de ce pays. Mais vous vous attendez à quoi? Quand on a affaire à un peuple têtu comme ça, Dieu ne peut que téléguider d'autres personnes pour venir le civiliser. De sorte que, donc, au fur et à mesure qu'ils souffrent, ils doivent maintenant se retourner vers leur Dieu. C'est comme ça que vous avez entendu, si je peux revenir encore, je sais que Papa Zako avait dit dans sa soutenance de thèse au campus, c'est un alma mater bien connu dans le monde, actuellement même 62e dans le monde. Il a dit, la solution s'appelle Papa Simon Kimbangu. Alors, les gens, nous devons, je me rappelle à l'époque, il y avait une conférence, c'est pas une réunion à Lusaka. Donc, on devrait faire la réconciliation à Lusaka. J'avais fait une émission, c'était sur la RTNC, où j'ai balancé un extrait de message pour dire que Papa Diangende qui disait, voilà, les gens prennent les avions, ils vont très loin, plus loin même. Et pourtant, la solution, ils la laissent à leurs pieds. La solution, c'est quoi? C'est vous, enfants de Papa Simon Kimbangu. C'est l'église kimbanguiste. Et qu'est-ce qui est sorti de cette réunion de Lusaka? Zéro. Et aujourd'hui, nous voyons des réunions à gauche, à droite, partout ailleurs. Est-ce que le pays est bloqué à cause de ces réunions-là? Revenons à la source. À la source. Cherchons notre Dieu. Demandez votre Dieu. Comme Voilà. Papa lui-même disait, Papa Simon Kimbangu n'a pas fait les études. Mais il a ressuscité les mages. Mais pourquoi on ne lui demande pas quelle magie vous avez fait pour ne pas ressusciter le Congo? D'accord, révérend Kalonzo, nous aurions pu vous demander votre mot de la fin, mais nous sommes talonnés par le temps. Et Papa Paul, nous aurions pu aussi parler de conséquences de la balkanisation, mais hélas, peut-être, je sais que d'ailleurs les téléspectateurs qui nous suivent le sentent déjà que vous avez beaucoup de choses à nous dire, le secret sur Papa Simon Kimbangu ou Papa Diangena. Malheureusement, nous sommes talonnés par le temps. Il ne nous reste qu'à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à nos téléspectateurs, merci à tous les héros dans l'ombre. Je crois que vous avez suivi le problème de la balkanisation de notre pays. La solution se trouve entre les mains de Simon Kimbangu. Sincèrement, nous vous disons merci de l'audience que vous nous avez accordée chez vous. Et une fois de plus, nous vous remercions et vous disons au revoir à la prochaine émission. Merci.